bien, la musique s'arrête quand j'entre. Ça fait très entrée de superstar, donc on peut m'applaudir, merci beaucoup. Non, vous n'étiez pas obligés parce que moi, mine de rien, je ne suis personne à comparer des invités que nous allons avoir sur cette conférence. Donc nous allons les accueillir dans quelques secondes maintenant. Ils sont en train de se préparer. Donc je suppose que vous êtes ici parce que vous êtes fan de... Alors, je regardais parce que sur les plannings, ça m'a beaucoup fait rire. C'est écrit conférence Dragon Ball One Piece. Est-ce qu'il n'y a que sur mon planning que c'était écrit ça? Bon, alors j'espère que vous n'allez pas trop déçus parce que c'est une conférence avec les comédiens donc, de Dragon Ball, mais de Naruto, bien évidemment, parce que Stéphane Exofié n'est pas présente aujourd'hui. Donc ça va être du Naruto. Ça va, vous n'êtes pas déçus? Non. Alors qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez Naruto ou One Piece là? Naruto. Bon, alors faites attention quand même, il y a Carole derrière. Donc vous préférez Naruto ou One Piece? Naruto. Voilà, on était bien d'accord, ok. Et par contre, vous préférez Dragon Ball ou Naruto? Ah, là par contre, c'est beaucoup plus mitigé, c'est très rigolo. Moi, j'ai quelques années maintenant au compteur, c'est vrai qu'on ne jurait que par Dragon Ball. C'est vrai qu'après, Naruto est arrivé, One Piece aussi, et ça a permis une évolution de tous ces shonen-là. Quand il faudrait m'envoyer un petit message aussi quand les comédiens sont prêts pour que je puisse faire le lancement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite présentation, bien évidemment. Chacun va arriver sur scène, ils vont vous expliquer un petit peu leur carrière, comment ils en sont arrivés sur leur rôle. Et puis après, si vous le souhaitez, ça va casser un peu ce côté conférence où nous on est assis, on raconte nos vies, etc. Et on vous fera participer un petit peu. Je pense que vous avez des questions quand même à leur poser. Il n'y a pas beaucoup de questions quand même, donc il va falloir que je brode aussi pas mal. Vous voulez me faire bosser, ok, j'ai bien compris, il n'y a pas de problème. Soyez pas timides, ils vous mangeront pas, ils vont pouvoir répondre aux questions et tout. Je vous promets pas qu'ils pourront répondre, alors peut-être Marc Lesser-si, sur l'épisode 44 de Dragon Ball à la 54e seconde ce qui se passe. Donc ça, ils y arriveront peut-être pas, peut-être sauf lui, on verra bien. Mais sinon, voilà, si vous avez des questions sur comment ils en sont arrivés, sur leur rôle, etc., ça, vous pourrez échanger avec eux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à voir si certains sont présents. Il a interprété Jiren dans Dragon Ball Super. Je vous demande d'applaudir très fort Boris Rollinger, s'il vous plaît. Assieds-toi où tu le souhaites. Il a interprété Sangohan adolescent après avoir vaincu Cell. Il a interprété le terrible Broly dans Dragon Ball, mais aussi le mystérieux et hyper badass Trunks. Je vous demande d'applaudir très très fort Marc Lesser. Elle est la terrible et très femme et très ferme épouse de Goku, notre héros, mais aussi la plus grande aussi. Elle fait aussi chichi. Il m'a cassé mon lancement, vous avez vu? C'est ça les fans, vous voyez? C'est ça les fans. Mais elle est aussi la plus grande scientifique qui existe dans ce monde de Dragon Ball et l'épouse du tout-puissant Vegeta. Je vous demande d'applaudir très fort Céline Montserrat. Et enfin, elle est le ninja le plus puissant du village de Konoha. Après bien des épreuves, elle a fini par devenir Hokage. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Carole Malien, s'il vous plaît. Je me rends compte que j'ai peut-être
peut-être spoiler à des gens qui n'ont pas fini Naruto, tu vois. Ah, Naruto devient Hokage à la fin. C'est un truc de fou. Oui, normalement, c'est... Ouais, Ah, tu vas t'asseoir? Regarde là. Ah, d'accord, je ne m'assieds pas. Je ne m'assieds pas. Eh bien, écoutez, merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints sur ce plateau. Comme on le disait, donc, vous êtes ici présents pour une conférence sur l'univers de Dragon Ball, bien précisément, et sur l'univers de Naruto. Mais avant toute chose, eh bien, écoutez, est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus de votre parcours? Comment vous en êtes arrivé à devenir les comédiens que nous connaissons aujourd'hui? J'attaque. Voilà. Donc Boris Émergé. Moi je découvre le théâtre en fait chez les jésuites, mais au départ je veux pas du tout être comédien. Mais quand j'étais gamin, je passais mon temps à transformer ma chambre en château fort. S'il n'y avait pas de téléphone portable, donc on avait l'imagination qui travaillait dur. Voilà, et puis je découvre le théâtre là-bas. Je fais des études, une préparation commerciale ratée, maîtrise de droit réussie, et après je dis c'est maintenant, pour pas avoir de regrets plus tard. Et puis j'ai eu la chance que le théâtre, à un moment j'ai joué à Asnières, dans l'école d'Asnières qui est devenue l'ESCA, une école nationale comme le conservatoire, la Rue Blanche et le TNS. Et il y avait des gens qui faisaient du doublage, notamment Jean-Marc Panetier. Et je faisais un poème d'Henri Michaud qui s'appelle Contre. Et quand il l'a écrit, c'est un poème des années 20, sur Alice, il était très en colère. Et en sortant de la représentation, il m'a dit « Tu veux faire du doublage ?» J'ai dit « Non, non, pas du tout. » J'ai dit « Oui. » Et donc j'y suis allé, et puis c'est parti comme ça pendant 3-4 ans. Moi je suis pas rapide, j'ai besoin d'apprendre, donc j'ai fait des ambiances, donc des petits rôles. Je me souviens que l'ambiance du film militaire, La Ligne Rouge, mon cachet est passé dans une consultation chez un orthophoniste, parce que je m'étais pété la voix, voilà, donc un médecin. Puis après depuis, j'ai travaillé mon instrument, j'ai appris à placer ma voix. Mes cordes vocales sont devenues des cordes à piano, et maintenant je ne me casse plus la voix sauf quand j'ai une rhinopharyngite. Voilà. Merci beaucoup. Céline, merci. Alors moi j'ai fait un conservatoire en province et puis j'ai toujours voulu être comédienne, je savais pas pourquoi mais c'était comme ça. Et puis je suis arrivée à Paris, j'étais en tournée et puis quelqu'un m'a dit et le doublage tu connais? J'ai dit non, je suis allée assister une fois et puis c'était une époque où j'ai beaucoup enregistré avec les jeunes premières et c'était comme à la Comédie Française. Elles avaient dépassé l'âge du personnage à l'image et donc on est arrivé toute une joyeuse bande. C'était l'époque où Poivet aussi commençait, Patrick Poivet qui doublait Bruce Willis, commençait aussi, donc on a été toute une génération à avoir tout d'un coup à l'image presque l'âge des personnages qu'on doublait. Donc ça a fait peut-être un peu de sang neuf, je sais pas. J'ai eu la chance d'y rester, de continuer le théâtre et puis ensuite d'écrire pour le théâtre un peu, pas assez beaucoup. Et puis voilà, et puis je suis là. Merci beaucoup Céline. Carole. Alors moi j'ai commencé aussi par le théâtre et j'ai rencontré une comédienne qui faisait du doublage, Danielle Vol. Voilà, et qui voilà, m'a proposé de l'accompagner. Et donc j'ai découvert ce qu'étaient des séances de doublage. On m'a proposé de travailler dans le doublage, mais comme j'étais en tournée, je bossais pas mal au théâtre, je ne pouvais pas être disponible comme quand on doit l'être, en tous les cas certainement au départ. Il faut venir assister, il faut être bien présent. Et donc j'en ai fait un tout petit peu, puis j'ai laissé ça de côté, et ça m'a rattrapé par la suite. Et puis j'ai découvert ce pan du métier, parce qu'on est comédien, et puis on a le théâtre, on a le cinéma, on peut donner des cours de théâtre, faire de la radio, des lectures, des audiolivres. Et voilà, le doublage est une flèche à notre arc, et je la trouvais passionnante. Et on pouvait travailler dans le détail, dans la finesse, et dans cette instantanéité, hein, voilà. Et je trouvais ça assez bouleversant. Et puis il y a le côté créatif au niveau plus de l'animé qui m'a également beaucoup plu. Donc voilà, j'en avais pour mon compte quoi, et ça m'a pris et j'ai vraiment continué dans ce domaine-là. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Marc. Oui. Moi j'ai commencé tout gamin. Ma mère était chanteuse, elle était artiste, on la suivait en tournée un peu partout en Europe. On est revenu s'installer en France et moi je voulais faire de la musique, donc j'étais au conservatoire, j'avais 7-8 ans, et j'allais à l'école des enfants du spectacle, qui est une école à horaire aménagé, où il y a beaucoup d'enfants qui ont des pratiques artistiques un peu intensives, ou sportives d'ailleurs. Et il y avait des metteurs en scène qui venaient faire des castings.
Donc j'ai commencé à tourner dans des films, tout à fait spontanément, j'avais pas pris de cours encore à l'époque. J'ai fait partie d'une petite troupe de théâtre d'enfants qui faisait du spectacle pour enfants. Et puis un jour on a demandé à mes parents si je voulais faire un essai pour un enregistrement. Donc ils m'emmènent, je vais dans un studio magnifique, rue Lorraine à SBS. Une vraie petite salle de ciné. Et je vois 3 petits chats et on me dit, je savais pas bien lire le français. J'étais en train d'apprendre. Du coup, j'apprenais les phrases par cœur, on me tapait sur l'épaule au moment et en fait, je faisais un essai sur le chat Berlioz des Aristochats et j'ai été pris pour faire ça. C'était mon premier doublage. Voilà. Et c'était en 1960. C'est toi? On n'était pas nés. C'est toi? Le petit chat Berlioz, c'est moi. Ouais. Et j'ai beaucoup de chance parce que j'ai fait ça, j'ai fait le Pinocchio aussi après, quelques années après, et c'est toujours les mêmes versions. Alors que C'est beaucoup toi? de Disney, oui, c'est moi. Voilà, donc j'étais tout petit. Et alors, spécial dédicace à Daniel Boll. Excusez-moi, c'est une aparté. J'ai tourné pas mal avec Daniel. C'était ma maman de cœur. Alors dans les années 80-90, il y a un phénomène qui arrive, on ne pensait pas que ça allait être un phénomène justement, c'est Dragon Ball. Donc il y avait eu toute la première partie avec Brigitte, et toi Céline, bah, tu as été la première de tout ce groupe-là Oui. à jouer dans Dragon Ball. Alors, comment t'es arrivé en fait sur Dragon Ball? Non, je ne vais pas vous le dire par la porte, mais c'est un casting qui a été fait par le directeur de la maison de doublage qui s'appelait la Sophie, enfin le directeur s'appelait Salva. Et voilà, et c'est un peu le hasard. Je pense que lui ne se rendait pas compte de ce que c'était. C'était une espèce d'ovni. C'était c'était pas le premier manga parce qu'il y avait eu avant. Goldorak. Albator. Exactement. Capitaine Flamme. Mais là, C'est tout deux. au Club Dorothée, c'était devenu. Et d'ailleurs, en fait, on s'est aperçu par la suite que c'était un manga fait pour les adultes, puisqu'il y a eu plein de scènes coupées, parce que le personnage d'Olon, je crois, le petit cochon, il était moyen, et à l'heure actuelle, d'ailleurs, il serait rattrapé par MeToo. Et enfin bon, c'était un peu. Donc les épisodes n'étaient jamais. C'était pas du tout calibré. Il y en a qui devaient faire 22 minutes, 36, selon les scènes qui étaient coupées. Donc voilà, donc on savait pas très bien où on allait, puis on a compris qu'on faisait quelque chose qui avait de l'importance, en tout cas pour les Japonais, quand la télévision japonaise s'est déplacée et qu'elle est venue interviewer toute l'équipe, particulièrement Brigitte, qui ensuite est partie au Japon, une star. Il y a effectivement en plus les images sur YouTube, on les retrouve maintenant, elles sont disponibles, donc vous pouvez les rechercher. Toi Marc, t'es arrivé un peu Je suis après. arrivé après, en 93, je crois, sur Dragon Ball Z, avec Trunks du futur. Voilà. Et Petit. oui, ma maman, c'est marrant. Mais c'est végétal, mon papa, c'est le plus compliqué. Mais non, c'était sympa, c'est vrai que je découvrais un peu ça. J'avais fait déjà d'autres animés, mais pas du tout de trucs de baston, enfin des trucs comme ça. J'avais dû faire 2-3 trucs avant, mais je connaissais les gens de l'équipe, et je crois que je suis arrivé là. Moi, je crois que c'est Pierre Travaux qui donc nous dirigeait, qui était notre directeur artistique, et qui faisait Tortue Géniale. Qui était un homme d'un autre temps et qui était embarqué là-dedans, mais qui le faisait avec beaucoup de cœur. Hein. Il nous a donné beaucoup d'énergie et de joie à faire ce truc-là. On était une bonne équipe. Je crois que c'est lui qui avait demandé à ce que j'aide. Et quand Trunks repart vers le futur, comme à l'époque, on ne savait pas du tout ce qui se passait dans cette série. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les réseaux sociaux, tout ça n'existait pas. Et tout d'un coup, il y a un arc qui se termine, et puis Sangohan devient adolescent adulte. Et du coup, Pierre m'a dit tu vas rester avec nous, tu vas faire Sangohan, puisque c'est dans ma tranche d'âge de ce que je faisais à l'époque, quoi. Et je suis resté. On est toujours là après. Et toi Boris, bah, t'es le petit nouveau en quelque sorte. Ah non, moi je suis la maternelle. J'arrive dans la dernière saison, je fais Jiren. Faut pas le faire chier, Jiren. Et j'étais très content de faire ce personnage parce que, à part, j'ai dû faire 4-5 fois comme ça et tout, pendant que les autres ils se défoncent la voix. Mais vocalement, c'est très très compliqué à faire. Vraiment, parce que là, pour le coup, dans le doublage, on essaie de faire les scènes où ça gueule en fin de journée. Là, ça gueule tout le temps. Donc si tu connais pas ton instrument, tu sais pas respirer, tu fais 2 boucles. Oh salut, je viens de terminer la semaine prochaine. Voilà.
Et donc, moi j'ai une petite anecdote que j'ai justement racontée à mes joyeux camarades. Donc moi j'arrive, et il y a Patoche, donc Patrick Borg, qui, donc j'arrive, j'y rate l'univers 7, alors je ne comprends rien. Et comme dit Jouvet, regarde les projecteurs et articule, que tu comprennes, on s'en fout, le principal c'est que le personnage, voilà, que ce qu'ils disent, que les gens, que les autres comprennent. Donc voilà. Et pourquoi ça? Et alors moi je vois deux personnages dans l'univers 7, dans des trônes. Je lui fais, c'est qui eux? Et Patrick il part, parce qu'il connaît toute la légende, toute la mythologie. On fait, mais écoute, ce sont les empereurs, ce sont des empereurs. Je fais, ouais, des empereurs, ça? Il dit, mais tu te rends pas compte, ce sont les personnages les plus importants de l'univers 7. Je fais, ah bon? Je fais, c'est des œufs durs. C'est les œufs durs. Moi, j'arrive, je rentre le matin, putain, on bistrot, fait que t'en as, tu sais, tu pars, et pas. Je mange, je fais, mais tu te rends pas compte de ce que tu dis. Mais c'est comme les mignons, les Gilles c'est Fury, bah là, c'est des œufs durs. Et il part au quart de tour. Il part au quart de tour, tellement il est dedans depuis tellement longtemps. Puis à un moment, il voit quand même que. Je dis, mon mec, il frise, et puis il fait, ah non, tu m'as eu. Parce que j'étais hyper sérieux. Je fais, mais c'est quoi ces œufs durs, quoi? C'est toutes des œufs durs. Et il est parti en flèche comme ça, merde. On a bien rigolé. Et en parlant d'énergie, là Boris venait de parler d'énergie, de personnages qui crient pas mal, qui est très expressif. Du coup, Carole, toi Naruto, on peut dire qu'il est assez expressif tout au long de la série. Ah, on peut dire ça, oui. Au début, j'ai eu peur. Je me suis dit, oulala, j'espère qu'il y a des nuances. On t'a présenté le personnage, comment t'es arrivé justement toi aussi sur Naruto? Mais écoute, on m'a dit, je passais dans les couloirs, on m'a dit, tiens Carole, on aimerait bien que tu passes un casting là, sur un petit gamin qui mange des ramen. Il est un peu hyperkinétique, il saute dans tous les sens, ça tirait bien. Et puis en effet, voilà, ça a bien collé. C'est quoi ton rapport justement avec ce personnage de Naruto? Aujourd'hui, avec chacun de vos personnages, et puis après on commencera à passer aux questions avec le public, c'est quoi aujourd'hui votre rapport avec ces personnages-là quand on est sur des conventions comme ici au TGS, que des gens viennent vous voir et vous identifient en fait. Moi-même, je vous le dis, j'ai grandi avec vous, j'ai grandi avec vos voix. Bon, avec Carole, j'étais déjà plus vieux pour le coup. Mais quel est votre rapport justement aujourd'hui avec ces personnages? Comment vous le ressentez? Comment vous le vivez chacun d'entre vous? Écoute, par rapport à Naruto, ce qui moi me touche, c'est que ça parle du Japon traditionnel, des valeurs martiales. Ça donne des valeurs. Beaucoup de gens viennent vers moi en me disant que c'est ça qui les a touchés le plus. C'est des repères, des valeurs de fidélité, d'amitié, d'aller au bout de ce qu'on entreprend, de se dépasser malgré les obstacles. Donc c'est vrai que j'ai découvert ce personnage petit à petit, puisqu'on a commencé, il était prépubère, puis pubère, puis jeune homme, puis papa. Donc c'est rare aussi d'avoir ce privilège de doubler un personnage depuis son enfance jusqu'à son âge adulte. Alors je fais un homme, bon ça marche, je pense, ça va. Je descends vraiment dans mes graves, mais ça passe, puisque la comédienne japonaise reste la même, donc les Japonais ont vraiment envie que ça reste également la même voix en français. Voilà, mais ça me demande de la technique, donc une certaine technique, on va dire quand même. Mais oui, donc j'ai un rapport, je suis très attachée à ce personnage, et puis j'ai découvert beaucoup de l'auteur aussi, j'ai rencontré l'auteur, Masashi Kishimoto, et c'était vraiment enfin il dit que ça parle de lui, que c'est aussi sa vie, ça concerne, et quand on découvre que ce personnage est un orphelin qui va se battre, qui est rejeté, qui a un démon à l'intérieur de lui-même, et qui arrive à transcender et à faire en sorte que ce démon devienne sa force, ça parle à beaucoup de gens qui ont aussi parfois des problèmes de santé. Et Masashi Kishimoto m'a dit quelque chose de très joli. Il a dit ça un peu à une audience, et puis on s'est parlé en privé. Et il disait qu'il se rendait compte que les animés, par rapport au manga, donc à ceux qu'ils ont dessiné, écrit, a vraiment fait la notoriété, qui remercie les gens qui font les animés et les voix, et bon, pour toute la francophonie, parce que la langue française, c'est pas qu'en France. C'est aussi l'Afrique francophone, c'est la Belgique, la Suisse, le Canada, etc. Donc ils sont reconnaissants, et c'était touchant de voir cette humilité. Et ce personnage, et qui disait que dans Naruto, c'est vraiment une partie de lui. Il a regardé avec des larmes dans les yeux et en nous parlant, et c'était hyper émouvant de voir cet homme si créatif et si humble. Et il a dit que maintenant il allait enfin, parce que ça s'est arrêté dans Naruto. Maintenant dans Naruto, il a dit je vais enfin pouvoir prendre des vacances en famille. Quand on sait que ça fait plus de 20 ans. Donc c'est des hommes qui sont vraiment dans une
c'est une... comment on dit ça? Oui, vraiment, je pense. Ouais, on se rend pas compte, mais c'est toute leur vie qui est vouée à ce manga. C'est incroyable. Donc cette force que vous sentez, cette humanité qu'il y a dans ce manga, ben, ça vient pas de nulle part. Voilà. Est-ce que vous autres, vous ressentez la même chose à travers les gens qui viennent vous témoigner de leurs expériences, ou essayer de vous voir en C'est très dédicace? émouvant Oui, de, oui. de voir ce que les gens nous disent. Surtout pour nous, on a commencé il y a longtemps, donc au début on était dans le noir, pas de contact avec le public. On a commencé justement en venant dans les conventions à piger que ça avait touché énormément de gens. En plus à l'époque il y a un phénomène, c'est que tout le monde regardait la même chose, il y avait que la VF, il n'y avait pas toutes ces plateformes de diffusion, etc. Donc ça a créé une sorte de terreau commun pour les gens aussi. Et je vois bien ce que tous ceux qui viennent nous voir partagent en commun de toute l'affection émotionnelle que ça a pu créer chez eux. Et ils partagent ça avec nous, et pour nous, moi je trouve ça très très émouvant. Les gens passent quand même la journée à nous voir et à nous dire qu'ils nous aiment, quoi. Donc je trouve ça plutôt sympa. Hein. Et puis, alors, autre chose que je voudrais dire, au décès de, comment il s'appelle Toriyama, évidemment je ne l'ai jamais rencontré, je me suis dit, c'est quand même dingue que cet homme, parce que bon, je suis arrivé en 93, ça fait quelques années, comment quelqu'un que tu ne connais pas, qui a été dévoué quand même à Dragon Ball aussi, finalement se retrouve à avoir une influence dans ta vie aussi grande. Parce que nous, on n'aurait jamais imaginé venir ici et que vous soyez intéressés à ce point à notre travail et à cette série. Donc je me suis rendu compte de ça. Merci beaucoup. On va passer aux questions du public, pour le coup. Alors, qui aurait des questions? Personne. Soyez pas timide, allez. On aura les deux personnes. Bonjour, j'avais une petite question concernant le texte. Le texte, pardon, je voulais savoir quel pourcentage était figé avant que vous passiez en studio, et si ça arrivait parfois pendant le doublage que vous ou l'adaptateur change des bouts de dialogue qui ne vont pas. Qui veut répondre? Moi, je veux bien dire quelque chose là-dessus. Quand on a commencé Dragon Ball, on se permettait beaucoup de changer le texte parce qu'il y avait des choses qui nous paraissaient, c'était curieux ce qu'on avait à dire. Et il faut aussi s'imaginer que le japonais était traduit en anglais, qui lui-même, donc après, était traduit en français. Donc il y avait une perte de sens peut-être, voilà. Et je pense que ça n'était pas très rigoureux. Donc pour les fans très accrochés au texte original, on a su par la suite qu'en fait, on a dit certaines bêtises, et quand la série a été reprise par une autre production que les premières années, on a eu sur le plateau Oui, ça a été plus rigoureux quant au un texte. superviseur qui parlait japonais, et c'était insupportable, et qui nous reprenait en disant non mais tu ne peux pas dire ça parce que tu comprends, voilà. Donc il y a eu une évolution, et les épisodes qu'on a enregistrés depuis 10 ans sont beaucoup plus proches, je pense, de l'original que ceux qu'on a fait il y a 30 ans, je ne sais plus, 35, 40 ? Ça va faire 40 ans. 40. Voilà. Mais en règle générale, sur un texte, il y a quand même un auteur qui sait faire un effort, qui a écrit. Donc déjà, je crois que la moindre chose qu'on doit faire nous, c'est au moins jouer une fois son texte. Un auteur n'a pas forcément la nez dedans, et il le joue pas forcément. Donc après on fait le texte, et puis d'un coup il y a des choses, parce qu'avec l'expérience, on dit tiens, mais je pourrais dire la même chose, mais tourner comme ça, c'est plus synchrone. Ou des fois, ça s'éloigne un peu du texte original, et à ce moment-là, on propose quelque chose, et ce sera décidé par le client, ce qu'on appelle la double bande. Quand il regarde le doublage, il valide définitivement, et après ils choisissent. Mais on peut proposer, après il y a des exceptions, Amicalement Vôtre, l'impro total, c'est pour ça que ça a marché en France et que ça a marché nulle part ailleurs. Moi j'ai eu la chance de faire une série qui s'appelait Entourage, et HBO a dit vous avez carte blanche sur le texte. Avec Emmanuel Garigeau, j'ai fait un masterclass
Et j'ai dit, on a le droit de faire ça? Parce que moi j'étais trop sage, et on se tirait la bourre en respectant, mais on a dit des trucs, n'importe quoi. Enfin, sur un chewing-gum qui mange, à un moment il a quand même dit, son personnage dit à l'autre, mais vas-y, puis Johnny Drama il veut pas aller voir la gonzesse parce que, dans un festival de cinéma, il était trop timide sur le plateau, puis il est un peu balugas, ce Johnny Drama, c'est moi. Et sur le machine de chewing-gum, 3/4 d'eau, Emmanuel Biarrigeau claque, tu sais Drama, avec de la patience et du sein doux, un éléphant encule un pouls. Ça reste. Voilà, Mais le c'est- personnage dit tout le temps what, moi j'ai fait Quali, comme dans le Nord, Quali, et c'est resté. Mais ça devient Mais plus il rare. y avait une période où il était un peu moins surveillé. Quand on faisait Friends, il y a eu pas mal d'impro. Et c'est resté quand même, parce qu'aussi on n'avait pas de superviseur. Et puis il y a un moment, quand Il faut respecter quand même le Non, mais on respecte le caméra, etc. Mais il y a une chose importante qu'il faut dire, l'auteur il est seul, et parfois il venait sur le plateau et ça l'énervait parce qu'on trouvait des gags mieux que lui, ça l'énervait beaucoup. Mais c'est normal, nous on finit par bien connaître nos personnages, il y a aussi une complicité qui se crée entre nous. Et Il y a notamment- une émotion quand on Oui, et s'ensemble. puis pour tout ce qui est sitcom, on s'écoute, on joue ensemble, voilà, et donc quand la mayonnaise prend un peu, il y a des trucs qui sortent et qui sont marrants. Et puis le doublage, c'est quand même aussi, enfin moi je le vis comme ça, c'est aussi une adaptation culturelle en fait. Et c'est très important aussi de s'approprier un peu les choses. Normalement, si tu as été bien casté, c'est que on sait que tu vas faire le boulot pour tel personnage, que ça va coller même en termes d'état d'esprit, d'humour et de tout ça. Donc c'est aussi important de laisser une porte ouverte. Il y avait une question un peu plus haut. J'ai une question à propos pour Boris, à propos du chapeauté. C'est le seul rôle que vous interprétez avec un accent espagnol? Vous en avez d'autres? Non. Bon, alors, cette action espagnole, moi je me mets dans ce que fait Banderas, évidemment. Voilà. Et surtout dans ce que font les animateurs. Mais il m'est arrivé de doubler, parfois parce qu'on est plusieurs à le doubler, mais Benicio del Toro. Et dans le film Trafic, donc c'est une sorte de cartel de drogue entre le Mexique et les États-Unis. Et lui, il fait un flic infiltré, et là, il doit. Et je suis assez raccord voix au niveau de le timbre de voix avec lui. Et l'espagnol a été gardé, le mexicain, en VO, parce que moi, j'ai un accent quand même français, donc, mais allez voir du côté des Tijuana, mes amis, vraiment. Évidemment, on se met, mais sinon, non, j'ai pas d'autres. J'ai fait du russe, si, j'ai fait l'action russe aussi. Ça, j'ai doublé Colin Farrell, qui faisait un voli dans un goulag. Et j'ai eu un coach russe qui m'a appris l'accent. D'accord. Et entre le chapeauté 1 et 2, il y a 11 ans. Donc, Il y a quoi? il y a 11 ans entre le 1 et le 2. Ça veut dire que vous avez, entre-temps, vous avez peut-être dû vous retravailler l'accent ou... Non. Non, même pas? Non. Parce que c'est... Non, parce qu'il y a ce qu'il y a à l'image, c'est le guide. Donc Banderas, lui, il n'a pas changé. Puis ça, c'est quand même des voix quand même on n'oublie pas ça. Et puis pour les enfants des copains et tout, voilà, on le fait pour les gamins, donc finalement on ne perd pas. Je suppose qu'on vous a demandé de faire, tiens, fais-moi la voix de tel personnage. Voilà, dans les réunions de famille, on se cache derrière une porte, il y a des gamins qui ont 5-6 ans, puis on se fait les personnages qui se parlent, et les gamins ils se disent qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, parce qu'on est des grands enfants aussi. Voilà. Et, là, vous avez des informations sur Shrek 5. Tout ce qu'on sait, c'est que je vais retrouver des très vieux amis. Donc évidemment, il va y avoir, je pense qu'il y a un truc. Bon, il y a eu aussi la grève aux États-Unis, donc tout a été décalé. Ça sent quand même le Shrek 5, mais moi personnellement, j'ai pas de nouvelles, et quand bien même j'en aurais, je ne vous le dirai pas. Non, mais on n'a pas de film d'annonce, enfin voilà, on en parle, mais si ça tombe, c'est en train d'être fait, quoi. Mais puis on a des clauses de confidentialité comme ça, maintenant c'est terrible parce qu'on a tellement peur du piratage à cause des réseaux sociaux. Avant, il n'y avait pas ce problème. Tu prenais d'abord, tu prenais, je sais pas, tu avais ton caméscope, c'était juste pour toi.
il y a tellement d'enjeux d'argent derrière que le moindre divulgachage, comme disent nos camarades québécois, donc c'est des centaines et millions d'euros perdus. Et donc c'est pour ça qu'ils sont. Il y a les studios de doublage ont des cyberattaques, mais 10-15 fois par jour. Pour essayer de piquer. Non, c'est vraiment non, c'est un problème. Puis je vois pas l'intérêt. Enfin, je trouve ça con, quoi. Voilà. Pour les réseaux sociaux, c'est bien, mais il faut se calmer, quoi. Voilà. C'est comme vous allez voir un match de foot, dire oh, je me l'enregistre, je peux pas le voir, et puis un copain qui dit ah non, ils ont perdu 3-2. Voilà, faut garder de la surprise, il faut pas vous tout savoir sur tout, c'est pas nous. Merci. Une autre question? Avant de nous quitter, on pourrait avoir une petite démo de vos personnages hein. Alors, c'est prévu après, justement. Ok. C'était une question sauvage, ça. En même temps, c'est bien beau vos voix françaises, on a l'habitude de vous entendre sur les personnages, c'est pour ça. T'aimes moins en naturel? Bah, je sais pas. J'écoute. On a du mal à vous reconnaître en tout cas. Mais tant mieux, ça C'est qu'il y a le micro. en fait. En vrai, c'est bien. Bonjour, merci. C'était pour savoir s'il y avait un personnage ou peut-être un doublage en particulier qui vous a extrêmement marqué. Alors, pas forcément un personnage qui serait le plus connu du grand public, mais quelque chose qui vraiment au fond de vous a marqué comme au fer rouge. Alors en animé, je dirais peut-être, parce que c'était la première fois que je faisais un animé, c'était la Schtroumpfette. C'est toi la Schtroumpfette? C'est moi la Schtroumpfette. Voilà. Je me suis beaucoup spécialisée dans le bleu. Parce qu'après, il y a les Dory, Bulma a les cheveux bleus, il y a un truc. Voilà, puis c'était une équipe formidable. Bon. Ils étaient tous très vieux et moi très jeune. Et ils ne savaient pas d'ailleurs ce que c'était que les Schtroumpfs. Et c'était très rigolo. Et puis surnom Dory, en fait, dans les animés. Ici à Toulouse, c'est très étonnant parce que on parle beaucoup d'Anastasia, alors qu'on n'en parlait jamais. Oui, c'est moi aussi. Et puis après, de la chair et du sang, bon, évidemment, je la Roberts. Et puis voilà. Je sais que c'est tout. Mais moi, c'est vrai, comme tu dis, les équipes aussi, hein, les gens avec qui on a travaillé. Donc moi, il y a Mabel Pines dans Gravity Falls, par exemple, c'est quelque chose de relativement récent. C'est vrai qu'on a passé notre temps à rigoler, quoi. C'était pour un Disney, c'était politiquement pas très correct. On n'en revenait pas, quoi. On avait tellement été censuré que là, on avait quartier libre. Et donc c'était une superbe expérience et des personnages très cocasses et cultés. Donc un plaisir. Moi j'aime bien les surprises, bien que des fois c'était un peu cueilli, mais dans Nemo, un matin j'arrive et on me demande de faire des mouettes. Et je fais toutes les mouettes dans Nemo en fait. Je fais un troupeau de mouettes, enfin une meute de mouettes, je m'en dis un flock, voilà. Elles sont, je sais pas, 200, 300, et j'ai quand même passé 3 plombs à faire à moi, à moi, à moi, voilà, ils ont tout mixé. Et bon, vraiment, j'adore ce métier. Bon, pour ça, j'adore ce métier. Après, bon, il y a des personnages. Moi, j'ai quand même une tendresse parce que ce personnage, c'est un mélange de Hitler, Staline, Pol Pot et voilà, c'est Kim Julian. C'est un dictateur. C'est un dictateur fétichiste, il est fou, quoi. Mais comme il est tellement bête et naïf, on lui passe tout. Voilà, donc ça, c'est très très drôle à faire. C'est vraiment très drôle au niveau des animations. J'ai beaucoup aimé faire un film chez Disney qui malheureusement n'a pas trop marché, qui s'appelait La famille Robinson, avec l'homme au chapeau melon. Ah, adoré, et puis il a plein de dents comme ça. Le personnage, en fait, c'est un enfant qui dans un orphelin, on l'a abandonné au fond de l'a laissé, et donc il est devenu ce personnage intérieurement noir et tout ça, et même ça j'ai beaucoup aimé. Peach dans Les 5 légendes aussi, ça le fait qui fait les cauchemars et tout ça j'ai adoré.
Mais sinon, après, c'est aussi des énergies d'acteurs ou de personnages. Moi, celui où je vais pas le génie, hein, parce que lui c'est un génie, mais on a la même énergie d'acteur, c'est Joaquin Phoenix. Voilà, ça, son énergie, sa folie me parle complètement. Joker, j'ai ressenti, il n'y a pas une fois où je me suis dit, comment je vais faire, qu'est-ce qu'il fait, je comprends pas, je sens pas, c'est évident. Ça n'a pas rassuré mon épouse. Voilà, mais voilà, ça. Et sinon, je voulais en venir, c'est quand on a la chance de doubler un personnage sur 40, surtout, c'est qu'en fait, on grandit en même temps que lui. C'est ça qui est génial. C'est génial, donc on emmène sa maturité avec le personnage aussi. C'est une grande chance, c'est fou. Et ce que tu disais est très vrai, on a aussi beaucoup, parce que nous on n'a pas la même vision des séries ou des films qu'on fait, les équipes, notamment sur les séries, sont très très importantes aussi. Dans les familles pour nous, les familles, voilà. Dragon Ball notamment, quand même, c'est une sacrée aventure pour nous. Hein. Puis on est parti parfois pendant des années, des décennies. Quoi. Ouais. Donc c'est vrai que ça compte beaucoup. Moi, pour Jiren, le bisutage a été dur. Oh, allez. Non. On va prendre cette question effectivement et après on verra pour démarrer les doublages si les bandes rythmos sont moins capricieuses qu'hier. C'est bon, donc bonjour à tous. Moi, ce serait une question sur l'évolution du métier en fait. Non, déjà la base, où j'ai vu quand je voyais des reportages, où c'était par groupe, par exemple, ça pouvait être 6, 7 derrière le pupitre, et de voir qu'est-ce qui a été facilité avec le temps, qu'est-ce qui est plus difficile aussi avec le temps. Genre, parce que des fois je vois aussi moins sur les trucs plus modernes, où c'est 1 ou 2 comédiens par exemple, et on n'est plus vous êtes moins en interaction, je veux dire direct, c'est ça? Oui. Et est-ce que c'est plus difficile pour vous? Est-ce que c'est difficile de jouer la comédie tout seul? Ouais, c'est ça. Alors, tu peux, hein, mais ça s'appelle un solo à ce moment-là, mais on préfère être tous ensemble. Après, ça a évolué. C'est quand même aussi, il y a une grosse part technique. Je tiens à dire aussi que c'est un métier collectif. Hein. Avant que nous on vienne, il y a des tas de gens qui bossent. Ça va du détecteur à l'auteur, calligraphe avant. Traducteur, tout ça, même chargé de prod, enfin faut les préparer toutes ces sessions. Nous on arrive, On arrive à la fin. ouais, on arrive à la fin. Et puis derrière quand même, il y a du mixage, la double bande, des fois du bruitage, les gens, faut rajouter des bruits qui manquent, etc. Donc comme tout notre métier, c'est collectif. Et puis c'est très technique, donc l'évolution technologique a toujours eu un effet effectivement dans notre métier. Au départ, on était tous ensemble au micro, il y avait 2 pistes, hein, audio, 2 pistes audio, et puis comme ça allait pas vite le défilement, t'es obligé de tout regarder dans la longueur. En fait, moi quand j'ai démarré, il y avait encore les mecs en blouse blanche, et les projos, c'est des projos de cinéma à arc. Ok? Mais ça, je vous parle d'un truc, j'ai connu la boucle. Oui, j'ai connu la boucle, bien sûr. Il faut peut-être expliquer ce que c'est que boucle. Alors la boucle, c'est-à-dire que le film avant, donc sur film, sur pellicule, était coupé jamais plus d'1 minute, hein, une séquence, une boucle, et c'était coupé et bouclé, donc avec une amorce, qui faisait que la même scène passait en boucle. C'est pour ça que chaque scène, on appelait ça une boucle en fait. Ça correspondait pas à une séquence complète d'ailleurs, hein. Et c'était synchronisé souvent avec une magnétique à part pour le son. Et tu avais 2 recorders en cabine, un qui s'occupait de l'image et un qui s'occupait de changer la magnétique pour le son. Donc on allait La magnétique, c'est la cassette, quoi. C'est l'équivalent d'une bande, voilà, vous voyez une bande audio ancienne de cassette. C'est les Vox, quoi. Une grosse comme ça, hein, c'était un énorme truc. Et moi, gamin, j'adorais les regarder, tripoter tous ces trucs-là, évidemment. Et donc ça, c'était il y a très très longtemps. On a un peu gardé l'habitude d'appeler des boucles, d'ailleurs, mais ça correspond à plus rien maintenant. Et le numérique, évidemment, donc, a fait que, on peut séparer les gens, on peut aller très vite d'un point à un autre dans un film. Et puis, on nous sépare plus souvent. Le Covid a accéléré ça quand même aussi. Mais ça avait démarré avant, moi, je trouve. Et alors, beaucoup aussi sur les films, on peut être ensemble et répéter ensemble, mais on va enregistrer séparément, parce qu'il y a beaucoup de films avec beaucoup d'effets sur les voix. Donc, c'est plus facile à mixer derrière aussi. Et puis... je pense aussi pour des raisons économiques, parfois c'est plus pratique de nous regrouper, t'arrives, tu fais quasiment tout au groupe. Et puis de planning aussi de certains acteurs. Voilà, donc... Ouais, c'est un gain de temps. Après, c'est vrai que quand on enregistre seul, on essaye le plus possible d'avoir dans le casque
l'enregistrement de camarades qui sont passés avant nous. Mais bon, idéalement, on préfère jouer ensemble. Ça donne autre chose quand même. On espère que ça a pu répondre à ta question. On va attaquer maintenant, on va tenter. Ah bon, tu as des doutes, on dirait? J'ai un peu de doute quand même, mais on va tenter d'attaquer. Enfin, ce matin, ça s'est très bien passé, hein, ça sautait pas en haut. Donc, ce qu'on va voir, c'est pour démarrer les exercices de doublage, pour le coup, avec les bandes rythmo qu'on a choisies. Alors, est-ce qu'au niveau de la régie, on peut déjà faire un petit test pour voir si ça saute moins qu'hier, pour le coup? Alors, si tu pouvais effectivement lancer celle-ci pour voir si ça sautille. Non, il me semble que ça saute moins qu'hier. Hein. Ah, là, non, là, même en bas, là, ça saute un peu. Non. On s'arrêtera après les grands-pères. Voilà. Bon, après les dragons. Voilà. Là, on peut stopper, s'il vous plaît, au niveau de la régie. Alors, donc là, on va vous expliquer un peu ce que vous voyez. Alors, enfin, les comédiens pourront mieux vous en parler que moi. Ça, c'est pas les conditions dans lesquelles eux enregistrent. Bon. Voilà. Ils ne sont pas devant 200 personnes et devant un petit écran qui peut sautiller parfois. Non. Si, on peut avoir un petit écran comme ça qui laisse ça sauter. Oui, mais ça nous arrive aussi. Alors, allez, la qualité donc alors. Alors vas-y, vous connaissez le principe, j'y vais. C'est parti. Alors, vous connaissez le principe ou pas de la rythmo? Donc voilà, il y a les noms des personnages un petit peu avant. En règle générale, on a tous notre ligne. Maintenant, avec les trucs numériques, on peut même avoir tous notre couleur. Et ça, c'est très moderne. Donc, il y a le nom devant. Et le principe, vous voyez cette barre qui, elle, change jamais de place. Il y a une vitesse, évidemment, le texte a été écrit synchrone avec les mouvements des lèvres du personnage que vous doublez. Et il faut parler quand ton texte passe sous la barre. Début et fin en même temps, déjà c'est pas mal. Faut jouer synchrone. Et puis il faut quand même regarder l'image, parce qu'il faut correspondre à l'action. Voilà, tu peux pas doubler de la même façon quelqu'un qui est assis tranquillement en train de faire une conférence, et un mec qui est en train de couper du bois ou de courir dans la rue. Alors, ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, on voulait vous montrer en quelque sorte un peu l'exemple. Donc là, j'ai pris un extrait avec Son Goku, donc encore enfant, et Bulma, l'une de leurs premières rencontres, pour le coup, puisque c'est là où Bulma voit la boule à 4 étoiles qu'elle recherchait, et donc qui est le grand-père de Goku. Céline s'en souvient pas. Mais Comme si c'était hier. Et je me disais que ça pourrait être quelque chose de sympa parce que j'ai cherché, j'ai pas trouvé de bande rythmo sur Naruto. Et je me suis dit, Carole, est-ce que potentiellement tu voudrais te prêter au personnage de Goku? Oh mon Dieu, je peux écouter la version. Alors malheureusement. On n'a rien, on n'écoute rien. Nous sommes en. Voilà. Pense à Brigitte. Piège. Brigitte, excuse-moi si tu vois ça. Je te présente mes excuses. C'est son maximal, dès qu'on parle de Goku, elle tourne la tête dans les étoiles et elle sent que quelqu'un parle de Goku. Alors, au niveau de la régie, est-ce qu'on peut remettre la bande au début, s'il vous plaît? Peut-être qu'elle est déjà au début. Et on peut y aller, action. Ah, tu voulais qu'on y aille direct? Mais c'est pas grave. Non, On va recommencer. On va recommencer. Il y a quelque chose sur l'écran. Et action. Grand-père veut parler. Mais je croyais que ton grand-père était... Était quoi? Mort. Oh bon. On peut refaire? Et... Attention! Ne touche pas, grand-père! Grand-père? C'est ça? Oui! C'est le
C'est un peu normal, il faut peut-être que je t'explique. Regarde. Oh, un des grands-pères? Toi aussi, tu as eu 2 grands-pères? Ce ne sont pas des grands-pères, mais des Dragon Ball. Des Dragon Ball? Oui. Et ta boule de cristal est en parfaite union avec les 2 autres. C'est fabuleux. Essaie de placer la tienne près des autres. D'accord. Merci beaucoup. Un petit mot auprès de la régie. Est-ce qu'il est possible de nous enlever sur le retour écran, l'écran qui est en haut à droite, voilà Le menu, ou pas? fenêtre. Après, vous pouvez nous laisser un petit message sur l'écran si c'est pas possible. J'ai fait un Goku, Ah bah, c'est nickel, Naruto, merci beaucoup. Goku, un petit mix. Beaucoup moins le cas. Après, on a, alors après on fera passer des personnes sur ça, et on a une bande rythmo donc avec Rachel et Joey. Donc est-ce que tu veux faire Rachel, Boris? Ouais. T'as un peu... On peut voir quand même. Puis il y a la fenêtre qui j'ouvre tout le temps. Ça, c'est trop long. Sur l'écran. Merci beaucoup. Allez, on va la lancer une première fois pour qu'on puisse lire le texte. C'est parti. On va essayer. On va essayer. Bon, C'est écrit petit, hein. Comme dit Joey dans un épisode, fais-la française. Tu vois, c'est c'est vrai que c'est écrit petit et puis par moments Allez. cafouilleux, quoi. Bon, Allez, essayons. Allez, Soyons vous êtes fous. prêts? Attention, c'est parti. Action. Alors, vas-y, Joey. Enfin, j'ai déjà dit tout ce que je savais hier soir et ça n'a rien d'extraordinaire comme Monica sur l'heure, pas content. Alors là, j'arrive pas à croire que tu puisses oser dire ça. Ouais, désolé que Monica et Chandler fassent l'amour. Mais non, c'est pas ce que je veux dire. Non, je trouve que c'est dingue cette histoire. Et c'est pour ce que je veux. Enfin, puis embrasser l'autre le premier. J'en sais rien. Est-ce qu'il est romantique avec elle? J'en sais rien. Est-ce qu'ils sont amoureux? J'en sais rien. Oh. Mais tu sais rien du tout alors. Il y a un truc que je sais. Hier, ils ont fait ça sur ce canapé. Alors vous voyez, c'est un exercice qui est périlleux parce qu'en plus on a des micro-buzz. Conférence touche à sa fin. Nous vous remercions d'être venus si nombreuses et nombreux applaudir nos comédiens. On peut vous applaudir aussi. Merci beaucoup. On va avoir un dernier petit message aussi avant que vous partiez. N'hésitez pas sur les tables de dédicace pour les comédiens qui vont encore rester. Vous avez des petits QR codes sur leur table. Ce sont les pétitions Touche pas ma VF. Puisque l'intelligence artificielle est en train de prendre de plus en plus de place dans notre monde, est en train de remplacer des métiers, et notamment potentiellement et très fortement eux. Donc n'hésitez surtout pas à la signer, à faire entendre votre voix. Et à la diffuser, effectivement. Et sinon, il ne nous reste qu'à vous souhaiter une excellente fin de convention. Merci infiniment. Merci, merci.